Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour le dernier numéro d'Accès Direct cette semaine. Accès Direct, vous le savez, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information en Savoie-Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 30 novembre 2018, c'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, Patrick Mignola, le député de Savoie, sera présent sur notre canapé bleu. Il répondra à mes questions. Je recevrai ensuite deux membres de l'association La Solaire du Lac qui militent pour le déploiement de centrales solaires. Et comme chaque vendredi, à l'aube du week-end, les bons plans sortis de Camille Copin. Mais avant toutes ces réjouissances, j'ai le plaisir d'accueillir Clémence pour le titre du JT. Pour notre premier Accès Direct, tous les deux. Notre premier. Bienvenue. Alors Clémence, dans le journal de ce soir, on va parler notamment d'une signature de convention entre le conseil départemental de Savoie et le parc de la Vanoise. Absolument. Donc un nouveau partenariat entre le parc de la Vanoise et le conseil départemental de Savoie a été signé ce jeudi. Une convention d'une durée de 3 ans. Ils sont déjà partenaires en fait pour la préservation du patrimoine du parc. Et dans ce nouvel engagement, il a pour but tout simplement de développer l'accueil et la construction de nouveaux aménagements. À cette occasion, le parc de la Vanoise a également lancé son atlas en ligne de la faune et de la flore. Et puis une rencontre très touchante que tu as fait. La rencontre d'une personnalité, donc ce soir, Marcel Troncio, 73 ans. Elle maraude à Chambéry depuis des années, donc c'est une grand-mère à part, pas comme les autres, qui aide des personnes en grande précarité. Depuis, elle a tissé des liens particuliers avec ceux qu'elle aide. On passe notre petite revue de presse, on commence avec une vente aux enchères très attendue. Absolument. Alors, est-ce que tu aimes le vin, Seb ? Pas vraiment, je ne suis pas le meilleur amateur, on va dire. Eh bien, c'est dommage pour toi parce que ce dimanche a lieu à Genève une vente exceptionnelle de bouteilles de Romanée Conti. C'est plus d'1 millier de bouteilles qui vont être mises aux enchères. Alors, le Romanée Conti est l'un des plus prestigieux domaines au monde. Pour te donner un petit exemple, le 13 octobre dernier à New York, c'est un millésime de 1945, issu donc du domaine de Romanée Conti, qui est devenue la bouteille la plus chère jamais vendue aux enchères, environ 491 000 €. Donc les bouteilles proviennent toutes pour cette vente à Genève d'une seule et même cave. Le vendeur a souhaité rester anonyme et puis on peut le comprendre. Estimation de la vente, 4 millions d'euros. Les plus chanceux pourront ouvrir leurs bouteilles pendant le repas de Noël. Une gorgée à 14 000 €, ça se déguste. Effectivement. Tu as peut-être trouvé la solution pour faire un geste pour l'écologie. Et oui, alors, petite devinette, quelles sont les attitudes à adopter pour être le plus écolo possible selon toi ? Je dirais réduire ses déchets ou trier, tout simplement. Oui, alors effectivement, tout ça, ça fonctionne, mais le geste écolo ultime, c'est de ne pas faire d'enfants. Alors, c'est pas une blague, je suis retombée sur cet article que vous voyez là, du Point, qui explique que la démographie est une vraie question écologique. C'est un véritable mouvement aux États-Unis. On appelle ces femmes et ces hommes qui ont décidé de ne pas avoir d'enfants pour protéger la planète des Jinx. J'espère que je le prononce bien. Pour eux, c'est un geste militant qui revient à alléger son empreinte climatique et moins participer à l'épuisement donc des ressources naturelles de la planète. Certains militants même, donc ces Jinx, vont même jusqu'à soutenir que la seule issue possible, c'est la stérilisation. En France aussi, ce nouveau militantisme séduit. Moins radicaux, les membres du mouvement démographique responsable militent pour une décroissance progressive de la population. C'est à se demander si au niveau de l'écologie, on regarde vraiment du bon côté. Et donc toi, Seb, ce soir, tu nous parles de riders, c'est ça ? Oui, Marcus Eder et Béné Mer, qui sont des freestylers bien connus par les amateurs, ils ont décidé de transformer la route du Stelvio. Alors le Stelvio, c'est le plus haut col routier italien, qui est situé à 2757 mètres d'altitude. Donc ce terrain de jeu, c'est un terrain de jeu impressionnant. Ça donne des images assez incroyables. Je précise que ce sont des professionnels et qu'il ne faut en aucun cas les imiter. On regarde quelques images. C'est quoi ton truc ?
conseille en tout cas de regarder la vidéo en entier, ça vaut vraiment le détour. Et donc maintenant, tu nous parles d'avalanche. Oui, on reste dans le domaine de la montagne avec un côté beaucoup moins sympathique puisque l'ANENA, l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches, a publié son traditionnel bilan 2017-2018 pour les avalanches. Elle a donc recensé 77 avalanches accidentelles, dont 27 ont été mortelles avec un total de 37 personnes tuées. Ce bilan, qui a valeur de mission reconnue d'utilité publique, est effectué depuis maintenant 50 ans par l'ANENA à partir des comptes rendus fournis par les unités de secours. Merci beaucoup Clémence, à tout à l'heure pour le rappel des titres. Allez, on passe notre rubrique Actu avec monsieur Patrick Mignola. Bonsoir, installez-vous sur ce canapé. Alors, vous êtes le président, nouvellement, président du groupe Modem à l'Assemblée nationale. Comment est-ce que vous vous sentez là, un peu plus d'un mois après cette prise de fonction ? Un peu moins en stress qu'il y a un mois, parce que devenir président de groupe à l'Assemblée nationale quand on vient juste de commencer les discussions budgétaires, et Dieu sait si elles ont été animées là depuis quelques semaines, forcément c'était un peu chaud, mais c'est un honneur bien sûr, parce que normalement on le devient au bout de quelques années, je le suis devenu au bout de 18 mois, voilà, c'est une grande chance, il faut essayer de l'assumer le mieux possible. Alors vous connaissez bien donc, l'Assemblée nationale, parce que vous êtes député de la 4e circonscription de Savoie depuis donc 18 mois. Ce rôle, est-ce qu'il vous paraît différent depuis que vous êtes président du groupe Modem ? Ce rôle de député ? Oui, incontestablement. Le député, il doit bien sûr représenter un territoire, la Savoie, Chambéry, les Vosges. Il doit faire la loi, il doit contrôler le gouvernement. Et le rôle des présidents de groupe à l'Assemblée, pour être vraiment concret, c'est de travailler très en lien avec le gouvernement, très en lien avec les autres groupes de la majorité ou de l'opposition, pour essayer d'améliorer les textes, les rendre les plus précis possibles, les plus compréhensibles possibles. Et c'est vraiment notre rôle, parce que au gouvernement, il y a des ministres qui peuvent être issus du terrain ou qui ont leurs propres convictions. Il y a des hauts fonctionnaires de talent, mais la loi, elle se fait quand même pour les gens, et nous, on est là pour les représenter. Ce rôle de député, il correspond à l'image que vous en aviez ? Franchement, je pense qu'il faut changer beaucoup de choses. Parce que d'abord, on est trop nombreux, objectivement. Il y a autant de députés en France qu'il y en a aux États-Unis, et j'ai l'impression que la France est quand même un peu plus petite que les États-Unis. Et c'est pas seulement par démagogie que je dis ça, parce que ça ferait moins de moyens. Enfin, l'Assemblée nationale, vous savez, ça coûte 120 millions d'euros par an. C'est pas avec ça qu'on règle le déficit budgétaire de la France. Mais on serait moins de députés, ça nous permettrait de travailler certainement plus rapidement. Ça nous permettrait aussi de disposer de plus de moyens, parce que je préférerais qu'il y ait moins d'élus, mais qu'ils soient mieux entourés, avec plus d'experts autour d'eux, pour pouvoir résister de temps en temps au gouvernement et pouvoir le challenger un peu mieux. Donc je crois qu'il y a des pays qui sont beaucoup mieux organisés que nous. On va en tirer les conséquences, parce qu'au mois de janvier prochain, je vais être le rapporteur de la révision constitutionnelle. Alors il y a plein de choses qui sont très techniques dans la révision constitutionnelle, mais sur la réduction du nombre de députés, sur la limitation du nombre de mandats successifs dans le temps pour qu'on continue à oxygéner l'Assemblée nationale pour avoir un et renouvellement. le Sénat, voilà, il faut qu'on ait un renouvellement. Enfin, certes, de préférence, il faudrait que les parlementaires ressemblent le plus possible au peuple, à celles et ceux qui représentent. Vous venez de dire moins de députés, donc ça veut dire moins de circonscriptions. Ouais. Ça pourrait être le cas notamment en Savoie ? Oui, bien sûr. C'est votre souhait ? Moi, c'est mon souhait d'abord d'avoir une représentation de toutes les convictions qu'on a dans le pays. Donc il faut une dose de proportionnel. Et donc si on a un tiers de moins de députés et qu'on met un peu de proportionnel pour que vraiment toutes les convictions soient représentées, même celles que je combats, il faut aussi que on comprenne que sur le terrain, effectivement, on aura des circonscriptions qui sont un peu plus vastes. Mais moi, je fais confiance aux élus locaux pour représenter la proximité. J'ai été maire 20 ans, j'ai adoré cette fonction. Et eux, ils font la proximité, et le député a vocation à faire vivre des grands projets de territoire en s'appuyant sur les maires, et puis en allant voir la population au contact. Il ne faut plus penser que le député, ça va être un super maire ou un super conseiller général, sinon on supprimerait les maires et les conseillers généraux. Je crois que chacun doit avoir sa place et qu'on doit travailler ensemble. Pour revenir à votre décision de quitter le conseil régional, pas de regret ? C'est toujours un regret de quitter des espaces où on travaille un peu plus en lien avec la réalité. Parce que franchement, justement, quand on a été maire, on aime ce contact. On aime, quand on prend une décision, qu'elle puisse avoir un effet immédiat. Mais il ne faut pas avoir de regrets, parce qu'il se passe trop de choses dans notre pays aujourd'hui pour qu'on ne réagisse pas. Et si je peux y contribuer un peu, je le fais avec toute l'énergie que je peux mettre, et j'espère que ça marchera. Cette décision, elle est due à quoi ? Un réel désaccord avec la politique de Laurent Wauquiez, ou alors une opportunité à saisir, devenir président de groupe à l'Assemblée ? Les deux. D'abord, il faut respecter les électeurs. Moi, j'ai été élu à la région, puis j'ai été élu à l'Assemblée nationale. On ne peut pas dire, alors que je continue d'être chef d'entreprise, on ne peut pas dire qu'on sait tout faire à la fois. Moi, je préfère avoir un cumul où j'ai un métier
d'entrepreneur, même si je peux le faire moins qu'avant, et celui de député, plutôt que se dire je vais faire les trois à la fois, parce que sinon à la fin c'est ma petite famille qui en souffre. Donc un, manque de temps, et puis deux, effectivement, on ne pense pas la même chose avec Laurent Wauquiez. On a su travailler ensemble pour faire fonctionner la région, parce que ça aussi c'est assumer ses responsabilités devant les électeurs. Mais lui prenant des responsabilités au niveau national et moi aussi, ça ne sert à rien de se mettre dans des situations de blocage à la région. Alors beaucoup de vos collègues élus vous prêtent des ambitions nationales. Est-ce qu'il vous arrive de penser à des ministères le matin quand vous vous rasez? Objectivement, non. Parce que le rôle de président de groupe, c'est déjà un très beau rôle en soi. Donc je ne vais pas faire de langue de bois en disant que oui, tout va s'arrêter. Mais vous savez, en 2009, j'ai démissionné de tous mes mandats et je suis resté que maire de l'Aravoir. Et je suis allé faire que de l'entreprise. Donc aujourd'hui, c'est du bonus. Je ne m'attendais pas à devenir député. Je m'attendais encore moins à devenir président de groupe. Il faut prendre les choses comme elles viennent. Et la meilleure façon qu'elles avancent plus vite, je vois que vous me prêtez des ambitions. Alors c'est pas moi, c'est vos collègues élus. Vous me les souhaitez. C'est surtout de faire bien son boulot. Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup à faire. Et je vous dis, quand vous êtes président de groupe dans la majorité, vous avez déjà suffisamment de responsabilités à assumer. Le reste à prendre. Ce serait néanmoins une progression naturelle. En tout cas, beaucoup l'ont eu, cette progression. Beaucoup l'ont eu et je serais très honoré si un jour je peux avoir une carrière comme les grands Savoyards ou les grands Hauts-Savoyards. J'ai une pensée, parce qu'on est là tout près d'Annecy pour Bernard Bosson. Voilà, bien sûr, il y a eu des gens formidables dans ce département. Si ça peut apporter quelque chose aux Savoie en plus, mais voilà, président de groupe suffit à mon bonheur. Quel regard vous portez sur la politique gouvernementale qui vit des heures un petit peu compliquées? Oui, on savait. Enfin, moi, je ne serais pas devenu député. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron ne serait pas devenu président de la République si les choses étaient bien allées dans le pays. Les Françaises et les Français, ils ont voulu vraiment dégager une génération et se débarrasser des partis politiques qui se partageaient le pouvoir. Donc évidemment, c'est parce que le pays était dans un mauvais état et qu'on ne l'avait pas fait assez évoluer positivement depuis une trentaine d'années. Donc on savait que les difficultés arriveraient. On est dedans. Au fond, quand les gilets jaunes occupent les ronds-points, moi je trouve qu'ils ont raison, parce que parfois ils s'y prennent pas bien, ils le font avec violence et parfois avec des revendications qui sont pas les bonnes. Mais au fond, dire qu'on paye trop d'impôts dans ce pays, c'est une réalité. Dire que les salaires sont trop bas, dire qu'il faut réussir la transition écologique sans qu'elle soit rude, punitive, je crois qu'ils ont raison. Il faut simplement que maintenant, ils s'organisent, ils désignent des représentants et qu'on bosse avec eux sur le terrain. Moi, je l'ai fait pendant des années quand j'étais maire, ou conseiller général, ou conseiller régional. Les élus, c'est des gens comme eux, il faut bien qu'ils se le disent. Et si on est capable de se mettre autour d'une table, de se regarder les yeux dans les yeux, de se respecter, je suis sûr qu'on va avancer avec des solutions locales. Parce que la politique du gouvernement, c'est une chose. Aujourd'hui, elle ne produit pas assez de résultats. On est les premiers frustrés à se dire on n'a pas encore fait assez bien pour l'emploi, on n'a pas encore fait assez bien pour le pouvoir d'achat. Mais si on veut améliorer, ce n'est pas juste 500 députés à l'Assemblée nationale qui feront, il faudra le faire avec toute la population. Alors pour en revenir à votre groupe parlementaire, groupe MoDem, il vient de déposer une proposition de loi visant à interdire les violences éducatives ordinaires, autrement dit la fessée. Pas que. Entre autres. C'est-à-dire que si on pour réduit... quelle raison? Qu'est-ce qui vous gêne? Vous savez, en fait, si on réduit la proposition de loi qu'on a portée à l'interdiction de la fessée, ça fait un peu rire, c'est un peu ironique. En fait, la question, c'est les violences faites aux enfants. Et il y a quelques années, quand on parlait des violences faites aux femmes, là aussi, ça provoquait aussi presque de l'ironie. Et puis, chacun faisait ce qu'il voulait. Vous savez, il y a encore quelques années, dans le Code civil, il y avait même le droit de correction marital. Comme si un mari pouvait battre sa femme. Et aujourd'hui, dans la jurisprudence du Code civil, il y avait encore le droit de correction des enfants. Moi, je crois qu'on peut avoir une autorité avec les enfants, on peut avoir une éducation, sans pour autant porter des coups. Alors on est tous des parents imparfaits. Voilà, moi j'ai 3 enfants et mon épouse a un enfant. Voilà, il y en a 4 à la maison. On fait ce qu'on peut et forcément qu'on fait mal. Mais le plus important, c'est que ce message passe, que la violence n'est pas une méthode d'éducation. Parce que quand on commence par la violence petit, non seulement on leur transmet l'idée que la violence est autorisée, mais en plus de ça, on ne les élève pas, on ne leur rend pas service, parce qu'il vaut mieux parler et expliquer. Alors, je décris une situation idéale, et moi, je ne suis pas parfait, mais en tout cas, je crois que c'est une belle avancée de société que de dire que voilà, la violence ordinaire n'est pas éducative.
qu'il y a d'autres solutions pour faire grandir une société. Merci beaucoup, Patrick Mela, d'avoir répondu à mes vous. questions. Je vous invite à rejoindre la régie et on va passer à notre rubrique environnement avec Laura Darvé et Baptiste Trivero. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, vous êtes membre de l'association La Solaire du Lac. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans un premier temps la mission et la vocation de cette association ? Oui, alors la Solaire du Lac, c'est avant tout un projet citoyen et local. Donc l'objectif, c'est de développer les énergies renouvelables sur le bassin annécien. Donc développer les énergies renouvelables, ça veut dire déployer tout d'abord des panneaux photovoltaïques sur les toits, des toitures du bassin annécien. Ça, c'est le premier objectif. Et le second, c'est également de réaliser un travail de sensibilisation auprès du grand public sur les enjeux de sobriété énergétique et d'économie d'énergie. D'où elle vient cette idée de vous lancer dans notamment les panneaux photovoltaïques ? Alors, c'est venu d'abord de citoyens d'Annecy qui font partie de ce qu'on appelle les clubs des cigales. Ce sont des clubs d'investissement d'économie sociale et solidaire qui cherchaient un petit peu des projets sur lesquels investir justement. Et ils avaient entendu parler notamment des centrales villageoises. C'est donc ce mouvement de projets locaux citoyens de déploiement d'énergie renouvelable à travers de panneaux photovoltaïques solaires. Et ça s'est développé un peu partout en France et notamment dans la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le Genevois, il me semble qu'on en avait Oui, parlé. dans le Genevois, Oui, tout à fait. effectivement, il y a eu aussi ce type d'initiative. Et donc on s'est dit, il n'existe pas ce type de projet ici sur le bassin annécien. Donc c'est de là qu'est partie la genèse de notre projet. Quels peuvent être les avantages de ces centrales solaires citoyennes ? Disons qu'ils sont multiples. Alors nous, en fait, on a démarré le projet parce que aujourd'hui, on est des citoyens et on a envie de contribuer concrètement à la transition énergétique. Là, l'idée, c'est d'exploiter donc de l'énergie renouvelable et de la développer le plus possible. Au niveau d'autres avantages C'est vraiment de permettre justement aux citoyens de s'emparer de la question de la transition énergétique et de mobiliser finalement un certain nombre d'acteurs. D'abord les citoyens qui mènent ce projet localement, mais avec d'autres acteurs comme les entreprises, les collectivités locales, les associations. Donc c'est vraiment fédérer tous ces acteurs du bassin annécien pour rendre concrète la transition énergétique et essayer de développer les énergies renouvelables au sein de notre mix. Alors, en cette fin d'année, votre association est en pleine mutation puisque vous vous apprêtez à passer en société coopérative d'intérêt collectif. Alors, on connaissait la SCOP. Qu'est-ce que c'est la SIC ? Alors la SIC, c'est effectivement une société, donc c'est encadré par la loi. On a des sociétaires donc avec plusieurs catégories. Donc il y a les citoyens, les collectivités locales, les entreprises, les associations et les soutiens. Et donc tous ces sociétaires investissent donc dans des projets, en l'occurrence des projets concrets d'énergie renouvelable. Et c'est encadré dans le sens où il y a une obligation d'avoir des réserves de fonds propres. Donc ça veut dire que tous les revenus qui sont générés par la SIC sont réinvestis en fait dans de nouveaux projets. Et puis par ailleurs, il n'y a pas de possibilité en fait de faire de plus-value sur les parts sociales des sociétaires. Donc c'est un cadre qui nous intéresse parce qu'il y a une réelle gouvernance citoyenne, parce que c'est encadré, il n'y a pas cette recherche du profit maximum. Et ça va vraiment dans le cadre de nos valeurs, en fait. Vous avez annoncé récemment le soutien financier de la Fondation Alpes Contrôle et celui de la Fondation de France. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Alors oui, alors tout à fait. Donc il faut préciser que l'association, donc La Solaire du Lac, a été créée en mars 2018. Depuis, on a structuré différentes commissions et donc on a une commission partenariat qui a sollicité le soutien donc de la Fondation de France et de la Fondation Alpes Contrôle, qui sont aujourd'hui des soutiens financiers. Et du coup, je peux vous permettre de répéter la question. Concrètement, le soutien financier des deux fondations, qu'est-ce que ça va vous apporter ? Nous permettre tout d'abord de faire connaître plus largement le projet auprès sur le bassin annécien, et également parce que là on a dépassé la phase d'émergence, on entre vraiment dans une phase d'étude des toitures, du potentiel de chaque toiture, donc ça va nous permettre aussi de financer ces études.
Quelles sont les problématiques qui se posent à vous? J'imagine qu'il y en a. Oui. Mobiliser le plus de citoyens possible sur le bassin annécien. Le bassin annécien est un territoire assez hétérogène dans le sens où il y a une partie urbaine, une partie périurbaine et une partie rurale. Donc c'est comment mobiliser tous ces gens. Sur la partie urbaine, c'est peut-être un peu plus anonyme, les gens ne se connaissent pas. Donc c'est comment faire connaître la Solaire du Lac, et on vous remercie de nous donner cette opportunité de pouvoir parler de notre projet ici. C'est aussi convaincre les propriétaires donc de mettre à disposition des toitures, publiques ou privées, sur lesquelles nous pouvons donc investir sur des panneaux solaires et développer nos centrales de production d'énergie renouvelable. Voilà, c'est vraiment faire connaître et développer et montrer qu'on est crédible. Nous avons déjà un premier projet avec un accord principe du CAUE, donc le Conseil d'architecture et d'urbanisme et de l'environnement. C'est un bâtiment donc, qui est sur Annecy, donc qui est en face du centre commercial Courrier pour le situer. Et on va pouvoir démarrer donc l'exploitation d'une première centrale à partir donc du second semestre 2019. Donc c'est une première victoire vraiment pour le projet et puis pour tout l'investissement, le travail des bénévoles qui ont démarré sur 2017-2018. Une dernière chose, oui. Quelle est la position des collectivités par rapport à votre idée aujourd'hui ? On a beaucoup d'échanges avec les collectivités locales. On est souvent bien reçus par les différents interlocuteurs avec lesquels nous sommes en contact. Et on essaye vraiment de pousser et de nous faire connaître, de montrer qu'on est vraiment ici dans une attitude de partenariat. Et puis aussi d'apporter peut-être un regard aussi nouveau en représentant un petit peu les citoyens et apporter une énergie par rapport à ce grand mouvement qu'est un petit peu la transition énergétique sur un territoire tel que le bassin annécien. Merci beaucoup. Bon courage pour cette nouvelle aventure. Merci à vous. Je vous invite à rejoindre la régie. On passe à notre dernière rubrique et j'accueille celle sans qui cette émission ne pourrait avoir lieu, Camille Copin. Salut Camille. Salut Seb. Alors encore plein de belles idées pour ce week-end. Alors je ne sais pas quelle est la météo prévue, je n'ai pas demandé à Thierry, mais... Alors je t'avoue que je ne vais pas demander non plus. On commence avec... on a l'habitude des vides-greniers. Oui. Et là, tu nous proposes un vide-château. Ça se passe du côté de Salanches. Exactement, une idée pour dénicher des petits trésors ce week-end, Seb. Le centre de la nature montagnarde, qui se trouve donc dans le château des Rubens à Salanches, en Haute-Savoie, fait des travaux de rénovation. Qui dit grands travaux dit grand tri, et ils organisent donc un vide-château ce samedi 1er décembre de 9h à 17h. Une belle occasion pour aller non seulement visiter les parties ouvertes pour l'occasion, mais aussi et surtout pour y découvrir des tas d'objets du patrimoine. Espèces naturalisées, panneaux d'exposition, mobilier neuf et ancien, cristaux, livres, bref, vous pourrez faire l'acquisition de nombreux trésors pour des sommes modiques. Rendez-vous donc au 105 chemin principal dit de la Chapelle à Salanches, au château des Rubens de 9h à 17h. On enchaîne avec un festival du jeu et du jouet, ça va faire plaisir aux enfants. Noël approche tout doucement, il est temps de penser à gâter ses proches. À Ugine en Savoie, ce samedi et dimanche se déroulera donc le 23e festival du jeu et du jouet. Une belle initiative qui regroupera enfants et adultes dans une ambiance conviviale. Jouer permet de développer des stratégies ou son imaginaire, et pour passer du temps ensemble, c'est toujours une chouette idée à faire pour ce week-end. Vous pourrez tester les jeux dans des espaces dédiés tout le week-end, et si coup de cœur il y a, les acheter sur place dans l'espace de vente. L'entrée est à 2 € et l'événement se déroule dans le complexe sportif d'Ugine. Tu as eu un coup de cœur, toi, dernièrement, Seb, pour un jeu Je te prends par surprise. Ouais, là, je ne suis pas très jeu, moi. Mais je pense que ça peut valoir le coup. Les jeux en bois, j'aime beaucoup les jeux en bois. Eh bien, peut-être que tu en trouveras là-bas. On continue avec du sport. C'est normal. Voilà. Épreuve de kilomètre vertical. Oui, un petit mot pour un événement qui aura lieu donc demain, samedi 1er décembre, la 3e édition du kilomètre vertical d'Annecy. C'est une course familiale qui mène au sommet du Semnoz au départ de Vieux-Lachès. Une course de 4,6 km pour 1030 mètres de dénivelé positif, avec une pente de plus en plus raide jusqu'aux alpages et une arrivée sur les crêtes du Semnoz avec vue sur les Aravis, les Bauges et le Mont Blanc. Alors je ne sais pas si tu connais l'histoire de cet événement, Seb. Non, mais tu vas me la donner.
Voilà, donc le 5 décembre 2015, Mélanie et Gaël Lavie faisaient ce parcours pour le plaisir, comme très régulièrement, quand soudainement la foulée de Gaël s'est arrêtée tragiquement. Donc pour lui rendre hommage, Mélanie et ses proches ont décidé d'organiser cette course en souvenir du sportif passionné qu'il était. C'est une très belle histoire et un bel événement qui fait carton plein cette année, puisque toutes les places ont été vendues. En revanche, j'en parle quand même, puisqu'il y aura du très beau monde, notamment Sébastien Chéniaud, entre autres, et c'est toujours sympa d'aller profiter de la vue et d'encourager les coureurs, donc avis aux amateurs. Et pour info, chaque année, l'événement se déroule le premier samedi de décembre. Donc j'essaierai de ne pas rater le coche pour l'année prochaine. On peut courir pour une bonne action ce samedi, enfin ce week-end. Ce week-end, samedi 1er décembre, oui, journée mondiale de lutte contre le sida. Une grande manifestation sportive est organisée à Annecy. Une course de 10 km chronométrée avec un départ à 15 h, avec 2 ravitaillements au 5e et 10e kilomètre. Mais aussi une cordée déguisée de 4 km, non chronométrée, sans limite d'âge. Le parcours se fait en binôme, les deux participants étant reliés par un élastique rouge qui est fourni par l'organisation. Le départ est donné à la tombée de la nuit à 17 h, donc prévoyez vos frontales. Comptez 15 € pour les 10 km et 5 € par personne pour la cordée de 4 km. Tout au long de la journée auront lieu également des tests de dépistage à Bonlieu et des stands d'information seront présents sur le paquet. C'est un très bel événement auquel il est encore temps de s'inscrire, donc on n'hésite pas, on peut aller sur le site sidannecycourse.fr. Et j'en profite pour vous informer que Snow Leader se mobilisera également pour cette journée mondiale de lutte contre le sida à sa manière, de façon décalée. On a beaucoup parlé à la rédaction, voilà. Ça fait beaucoup parler. Donc en offrant à ses clients un préservatif parfum reblochon si vous faites un achat. Donc avis aux curieux. Alors j'ai oublié de mettre mon badge, mais on y pense bien, on rappelle, demain, journée mondiale de lutte contre le sida. On enchaîne avec un salon de créateurs. Oui, alors un quartier d'artistes, plus exactement. Du 1er au 9 décembre, dans le Vieux-Montmélian, artistes et créateurs investiront les boutiques de la vieille ville. Du marché de producteurs aux boutiques de créateurs, en passant par les concerts, contes et théâtres, il y en aura pour tous les goûts. Une jolie balade à faire pour trouver l'inspiration et faire ses cadeaux de Noël en faisant vivre des artistes et commerces locaux. Vous pourrez entre autres retrouver en boutique de la sculpture, des créations textiles, des illustrations, des bijoux, des décorations de maison et bien d'autres encore. 11 boutiques seront ouvertes de 10 h à 19 h du 1er au 9 décembre. Vous pouvez retrouver plus d'infos en contactant méridiennedesartistes@gmail.com ou sur la page Facebook d'Aléa Méridienne. La traditionnelle bourse au ski cette saison. Voilà, puisque vous serez déjà sur Montmélian, puisque vous serez allé à l'événement dont je viens de parler, je vous invite à aller faire un tour au gymnase Le Cotinos pour une bourse au ski, un espace de dépôt-vente sans interruption de 9 h à 19 h samedi et dimanche. Une jolie façon, entre autres, de faire des achats à petit prix ou de faire de la place dans ses armoires. Et on termine cet agenda avec les marchés de Noël. Il y en a pas mal. Bah oui, ça y est, premier week-end de décembre, c'est la pleine saison des marchés de Noël, Seb. Pour ceux qui adorent l'ambiance, l'odeur du vin chaud et des gaufres, ou encore en prendre plein les yeux avec les belles illuminations, voici quelques idées pour ce week-end. Côté Savoie, vous pouvez aller faire un tour au marché de Noël de la Côte d'Em ce dimanche 2 décembre, ou plus grand sur celui d'Aix-les-Bains qui prend place dès demain jusqu'au 6 janvier. Côté Haute-Savoie, ce week-end, les petits chalets ont pris place à Cruseille et à la Balme de Sillingy, entre autres. Et vous pouvez bien sûr en trouver encore plein d'autres. C'est ma petite sélection. Merci beaucoup Camille. Merci pour cette sélection non exhaustive. Beau week-end. Merci à toi. J'accueille de nouveau Clémence pour le rappel des titres. Salut Clémence. Alors dans le journal ce soir, on va parler notamment d'une signature entre le Conseil départemental et le Parc national de la Vanoise. Et oui, un nouveau partenariat entre le Parc national de la Vanoise et le Conseil départemental de la Savoie a été signé jeudi. Et puis aussi, dans ce JT, on va parler d'une rencontre avec une personnalité ce soir, Marcel Troncio, 73 ans, qui fait des maraudes à Chambéry. Merci beaucoup Clémence, on se retrouve dans quelques minutes pour le journal de la rédaction. À tout de suite.